Avant le congrès de Rennes, Laurent Fabius en tête, il est notre invité. Les néo-rénovateurs s'affichent, ils créent la force unie. Procès de la drogue à Lyon, la jet set accusée. De Paris à Marseille, la France se compte. Bonsoir, les cadets de la politique réapparaissent à droite comme à gauche. À droite, François Léotard, Michel Noir, Michel Le Barzac et les autres inventent un slogan, la force unie, et relancent leur offensive pour la rénovation de l'opposition. Nous en parlerons dans un instant. À gauche, Laurent Fabius poursuit lentement sa conquête du Parti socialiste. Le président de l'Assemblée nationale est arrivé en tête lors du vote des militants socialistes hier, mais une autre force unie pourrait bien se liguer contre lui, celle de tous les ténors, mitterrandistes ou pas. Bonsoir Laurent Fabius. Bonsoir. Vous ne vous êtes pas exprimé jusqu'à présent. Merci de le faire dans le 19-20. Mais avant de vous écouter, faisons le point avec Françoise Roy et Clément Weyrenal sur l'état du parti 24 heures après le scrutin interne et une dizaine de jours avant le congrès de Rennes. Le Parti socialiste est bel et bien dans la tourmente. Les trois motions principales, il y en a 7, sont au coude à coude à 10 jours du congrès de Rennes. Fabius l'emporte d'une courte tête, 29,95% des mandats, devant messieurs Mauroy et Jospin, 29%, et Rocard, 24%. Résultat des courses, le président de l'Assemblée nationale, qui avait été soutenu par le chef de l'État, pourrait bien briguer le poste de premier secrétaire. Cela, si les votes d'Île-de-France, 6 fédérations doivent encore voter cette semaine, confirment son avance. Mais un fait reste certain, quel que soit le résultat, le courant mitterrandiste est en perdition totale et Lionel Jospin appelle à rassembler autour de Pierre Mauroy. Il n'y a plus de courant mitterrandiste. Alors nous avons vocation à rassembler tous ceux qui veulent un parti socialiste authentique, qui ne veulent pas que les débats tournent uniquement autour des questions de pouvoir, qui ne veulent pas que ce soit les problèmes de trajectoire individuelle, qui veulent aussi, en solidarité avec le gouvernement, peut-être infléchir les choses sur le plan social. Tous contre Fabius, on y est presque si l'on en juge les petites phrases de Jean-Jacques Ayran et de Jean-Pierre Chevènement, déclarant notamment « Mauroy n'est peut-être pas le meilleur pour rassembler, mais il n'est pas le pire ». Fin de citation. Il n'y aura donc pas de synthèse préalable avant le congrès qui doit se tenir dans 10 jours. C'est une grande première dans l'histoire du Parti socialiste. Laurent Fabius, il n'y a plus de courant mitterrandiste comme dit Lionel Jospin? Si. Paradoxalement, le courant mitterrandiste, dans ses différentes composantes, n'a jamais été aussi fort. Puisque quand on additionne les différentes familles qui sont issues du courant mitterrandiste, ça fait d'un total impressionnant. Moi, j'ai toujours dit, et je confirme ce soir, que ce qui était souhaitable, c'est de rassembler les mitterrandistes pour rassembler ensuite tout le parti. Et donc, ça a été ma ligne avant, ça continue à être ma ligne maintenant. Pas question de s'aborder le courant mitterrandiste. C'est plus facile ce soir pour vous, rassembler autour de vous? On rassemblera autour de la motion arrivée en tête. Vous avez donné les chiffres. Autour de vous. 29,9% pour la motion que j'ai conduite et 28,7% je crois pour la motion de Pierre Mauroy. Bon, l'essentiel, c'est que le mitterrandisme, c'est vraiment l'axe du Parti socialiste. Aujourd'hui, les résultats des différentes familles sont positifs quand on les additionne. Donc, il n'est pas question de s'aborder le mitterrandisme, il faut rassembler. Alors, ce soir, le résultat que vous avez obtenu vous permet d'être candidat officiellement au poste de premier secrétaire du parti. Là non plus, je ne change pas l'attitude. J'ai dit, moi, je n'exclus rien, mais je ne pose absolument pas les questions en termes de personnes. Et ça continue à être le cas, je ne veux pas poser de préalable. Ce qui m'intéresse dans ce congrès, c'est de ne pas faire un congrès contre qui que ce soit, c'est de faire un congrès pour faire avancer des idées, pour faire des propositions, pour reconquérir notre électorat. Et j'en suis toujours là. Vous avez quel âge? 43 ans. Vous parlez vrai? J'espère. Vous êtes donc candidat au poste du premier secrétaire dans la mesure où vous êtes arrivé en tête hier? Je refuse... Non, mais pas en termes de personne. Oui. C'est normal puisque la motion Fabius est arrivée en tête. Alors, la tradition du Parti socialiste militant, c'est que la synthèse se fasse autour de la motion qui est arrivée en tête. C'est notre tradition. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un front anti-Fabius qui est en train de se former? Non, je ne crois pas. J'ai entendu des réactions qui ont eu lieu hier, qui n'étaient d'ailleurs pas les mêmes, je l'ai noté, qu'avant que les résultats aient été proclamés. Mais je pense que l'état d'esprit qui est celui des militants, et nous sommes dans un parti de militants, donc c'est le vote des militants qui doit compter, c'est d'arriver à bâtir quelque chose pour et non pas contre X ou Y. Donc je crois que ce sentiment l'emportera. Vous avez téléphoné à Lionel Jospin, Pierre Mauroy aujourd'hui?
Pas encore, mais parce que j'attends la confirmation des résultats définitifs, mais je le ferai, bien sûr. Il s'apprête à voir les autres avant de vous voir. Vous voulez bien les voir avant les autres? Pas de problème de préséance. Non, mais pas de problème de personne. Il faut bien sûr... mais nous Vous êtes les enfants d'un homme qui se trouve à l'Élysée. Nous nous verrons demain, puisque... Enfin, c'est dans un autre contexte, puisque nous avons régulièrement un petit déjeuner avec le Premier ministre, donc tous ses amis seront là. Mais le point central, il est celui-là. Faire un congrès de reconquête, de rassemblement, de renouveau. Les scores que vous avez dit, à mon avis, traduisent ce sentiment d'un parti bien ancré à gauche et d'un parti qui veut reconquérir toute une fraction importante de l'électorat. C'est ça qu'avec l'équipe Égalité, j'essaye d'exprimer. Eh bien, je pense que puisque les militants ont dit, c'est plutôt bien, puisqu'on est en tête, il faut donc continuer dans cet esprit-là. Rassembler toujours. Bien, pour que les téléspectateurs du 19-20 comprennent bien. Un, vous maintenez le pacte d'unité. Bien sûr. Autour du courant mitterrandiste. Deux, vous êtes candidat au poste de premier secrétaire. Non, ça, je n'ai absolument jamais dit ça. Je traduis, mais c'est notre métier de traduire. Non, mais c'est pas une bonne traduction. J'ai dit, il y a longtemps, je continue à dire exactement la même chose, rien n'est exclu, mais je ne pose aucun préalable en termes de personne. Alors d'accord, alors si les autres membres du courant mitterrandiste, je disais tout à l'heure que vous, comme Lionel Jospin, vous êtes les enfants politiques de François Mitterrand. C'est pour ça qu'il faut continuer à rassembler ce courant mitterrandiste. Ce n'est pas au moment où le courant mitterrandiste n'a jamais été aussi puissant qu'on va le saborder. Et s'il ne répond pas à votre appel, que va-t-il se passer à Rennes? Je ne me place pas dans cette hypothèse. Je pense que le bon sens l'emportera et que la fidélité au mitterrandisme l'emportera. Vous excluez un changement d'alliance? Une alliance entre Lionel Jospin, Michel Rocard, Chevènement, Poprennes? Écoutez, je ne suis pas devin, mais moi je peux répondre pour ce qui me concerne. J'ai pris une ligne et cette ligne, je la poursuivrai. François Mitterrand est-il devin? L'avez-vous eu au téléphone aujourd'hui? L'avez-vous vu? Oh ben, nous sommes contactés, mais ça c'est une affaire personnelle. Que pense-t-il de ces résultats d'hier? C'est une affaire personnelle. Vous le dites avec le sourire? Oui. Merci Laurent Fabius. Rendez-vous à Rennes pour le congrès dans quelques jours. Le résultat qui n'a pas encore été publié à Paris, est-ce qu'il vous inquiète? Non, ça ne peut pas mettre en cause les résultats acquis, qui sont de l'ordre, je l'ai dit, de 29,9 dans un cas et de 28,6 ou 7 dans l'autre. Merci Laurent Fabius. Merci. Ça bouge et ça boue aussi à droite. C'est pour l'instant un slogan, cela deviendra peut-être un mouvement. La force unie est née aujourd'hui. Ne pas confondre avec la force tranquille, et cela d'autant moins que les auteurs de cette formule viennent de l'opposition. Ils s'appellent François Léotard, Michel Noir, Michel Barzac. Ils souhaitent eux aussi rénover leur propre camp, mais ils rencontreront eux aussi une forte résistance. Michel Lemaire. La force unie, c'est parti. Les nouveaux croisés de l'Union, emmenés par Michel Noir, Michel Barzac et François Léotard, ont distribué ce matin le mode d'emploi avec une méthode. On s'adresse aux élus, appelés à voter sur ce point, et aux citoyens qui sont réunis dans des forums civiques régionaux. Un calendrier, objectif, une constituante en décembre prochain, et surtout beaucoup de prudence à l'égard des formations politiques dont sont issus ces nouveaux rénovateurs. C'est surtout pas une formation politique de plus, puisque l'objectif c'est de rassembler tout le monde. Ce que nous proposons, c'est une méthode. Par définition, une méthode, ça ne peut pas être imposé, c'est proposé. Et donc nous proposons une méthode. Je serais très étonné que ceux qui, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, vont dans la direction de l'union de l'opposition, puissent s'abstenir. Leur marge de manœuvre est étroite car déjà, centristes et radicaux font savoir qu'à leurs yeux, ce n'est pas la bonne méthode. On mesurera mieux demain, après la réunion du comité de coordination de l'opposition, comment les grandes formations apprécient cette initiative. La page politique est décidément dense aujourd'hui. Les habitants de Dunkerque devront à nouveau voter pour élire leur maire. Le Conseil d'État a annulé l'élection de mars 89. Michel Delbar, l'actuel ministre socialiste de l'équipement et des transports, n'avait gagné que par 116 voix d'avance. Le Tout-Paris, jugé à Lyon, ou plus précisément une toute petite partie du Tout-Paris, jugé pour trafic et usage de drogue. Franck Giroux nous en dit plus. Au centre de cette affaire, une ancienne professeure de couture, Rolande Kinlen, 52 ans. À la suite de son arrestation en juin 86, une étude minutieuse de ses carnets d'adresses a permis à la brigade des stupes de Lyon de démanteler progressivement 4 filières internationales de trafic de drogue. Ainsi, 45 personnes, dont 13 détenus, vont se retrouver devant la 6e chambre correctionnelle de Lyon. Parmi eux, Albert Le Gallo, 74 ans, ancien d'Indochine, et André Trian, 63 ans. Tous deux ont déjà été condamnés pour trafic d'opium et participation à la French Connection. Le travail minutieux du SRPJ et du juge d'instruction lyonnais Gilles Raguin a permis de révéler parallèlement les liens du réseau Albert avec celui de Lucien Carrel dans la région parisienne. Lucien Carrel, le grand distributeur de cocaïne, héroïne et hashish,
fournissait en particulier les milieux du journalisme et du showbiz parisien. L'écrivain Françoise Sagan en tête, son inculpation avait fait couler beaucoup d'encre en mars 88. Elle a reconnu l'usage de stupéfiants, mais ce n'est qu'un épisode médiatique au milieu d'une enquête qui a mené au démantèlement total de tout un réseau de trafiquants de drogue, héroïne, cocaïne et hashish pour une valeur de plus de 10 millions de francs. Françoise Sagan, précisément, était absente cet après-midi. Elle a envoyé un mot d'excuse accepté par le président. Compte rendu de la première audience, Franck Giroud. Si l'audience de la 6e chambre correctionnelle a commencé dans la bousculade, c'est qu'on attendait parmi les 43 prévenus la présence de Françoise Sagan. L'écrivain est inculpé d'usage d'héroïne et de cocaïne. En somme, elle est en bout d'une chaîne d'une des 4 filières de trafic de drogue démantelées entre 86 et 89. Mais les stars ne se sont pas déplacées, elles seront jugées par défaut. Plus que les consommateurs, ce sont les fournisseurs, aussi bien à Lyon qu'à Paris, qui sont au centre des débats. Dans toutes les déclarations des consommateurs lyonnais entendues cet après-midi, un nom revient sans cesse, celui de Roland Kienlen. Cet ancien professeur de couture a fait voyager le tribunal correctionnel de Lyon à Goa en Inde, en passant par Ibiza. Elle reconnaît avoir vendu de l'héroïne après avoir consommé elle-même toutes sortes de stupéfiants. Mais il faudra attendre mercredi ou jeudi pour aborder l'organisation des 4 filières. On comprendra mieux alors l'importance de ce trafic portant sur plus de 10 millions de francs. Face à face spectaculaire ce matin entre Simone Weber et le juge Thiel. Simone Weber est accusée d'avoir tué son ex-mari en 1980 et son ex-amant en 1985. L'instruction dure depuis 5 ans. Le magistrat ne désespère pas de faire toute la lumière, mais il aura du mal. Simone Weber a refusé ce matin de répondre à ces questions. Didier Bouillot rappelle les faits. L'affaire a débuté comme un roman noir par la disparition d'un homme, Bernard Etier, 55 ans. Personne ne l'a revu depuis le 22 juin 1985. La justice accuse Simone Weber de l'avoir tué dans cet appartement au 158 avenue de Strasbourg à Nancy, puis de l'avoir découpé avec une meuleuse à béton avant de disperser ses restes. Pour cela, Simone Weber est incarcérée depuis le 10 novembre 1985. 18 mois plus tard, elle sera inculpée d'un deuxième assassinat, celui de Marcel Fixard, un octogénaire qui habitait ici à Rosières-aux-Salines, dans cette maison qu'il a léguée à Simone Weber sans le savoir, après l'avoir épousée sans le savoir. Pour mener son enquête, le juge Thiel s'est d'abord transformé en fourmi. Il a perquisitionné, fouillé, ramassé, amassé, accumulé tout ce qui pouvait ressembler à un indice, avant de sélectionner et de faire expertiser tout ce qui pouvait ressembler à une preuve. Lorsqu'on a retrouvé dans la Marne un tronc humain impossible à identifier, il a cherché à Rosières-aux-Salines, jusque dans les parpaings et la peinture, le lien nécessaire pour transformer un crime sans cadavre en crime. Et il a utilisé les grands moyens en vidant complètement un bief du canal de l'Est pour y trouver 2 disques de meuleuse à béton. Difficile de n'y voir qu'une coïncidence, Gilbert Thiel n'était pas venu au bord de ce canal par hasard. Quand on accuse les gens de couper les bras, les jambes, etc., eh bien, il faut au moins le prouver, et ils refusent de le prouver, alors c'est un assassinat moral, c'est un bandit. Simone Weber n'a pas mâché ses mots ce 10 novembre 87. Pour la seule et unique fois, à la surprise de tous, elle s'est exprimée devant la presse dans les couloirs de la cour d'appel. La chambre d'accusation avait tenu à l'entendre avant d'accorder un nouveau quitus au juge d'instruction, qui depuis a continué à étoffer son dossier. De rapports d'expertise en audition de témoins, de demandes de mise en liberté en reconstitution, le face-à-face entre Gilbert Thiel et Simone Weber s'est poursuivi. Il aura duré 54 mois, mais après tout ce temps, la justice n'a toujours dans cette affaire ni cadavre, ni mobile, ni aveu. Pas clair, à refaire. C'est quasiment en ces termes que la Commission nationale informatique et liberté s'adresse au Premier ministre. La Commission fait allusion au retrait du décret sur la constitution des fichiers dont le 19-20 a longuement parlé ces jours derniers. Et elle demande à Michel Rocard de lui donner une meilleure explication. Catherine Carlier. La Commission nationale informatique et liberté ne cherche pas la polémique, dit-elle, mais pas question d'avoir un décret avec le label de la Commission et de le retirer sans lui demander son avis. La CNIL demande donc à Michel Rocard de venir s'expliquer. Ce décret ne pouvait être établi et publié qu'avec l'accord du gouvernement. Bien sûr, il en est le premier auteur, l'avis du Conseil d'État et l'accord de la Commission. Et la Commission souhaite savoir les raisons pour lesquelles, sans être prévenue, elle a été mise dans une situation de désaveu, en quelque sorte. Nous savons sûrement, de source sûre et de certitude absolue, qu'il y aura un autre décret, qui nous donnera les mêmes moyens, ou peut-être d'autres moyens de contrôle.
Car le problème, c'est de légaliser ces fichiers et de les encadrer. L'absence de décret permet un moindre contrôle et un moindre encadrement. La CNIL est donc sûre d'elle, mais elle ne connaît pas encore la date de ce nouveau décret. La question sur les convictions politiques et religieuses figure-t-elle dans le formulaire que les agents de l'INSEE distribuent aujourd'hui à tous les Français pour les recenser, pour nous recenser? Marie-Hélène Tichot a tenté de le savoir. Aucune question sur votre revenu, aucune question sur vos opinions politiques, ni sur vos convictions religieuses ou votre appartenance syndicale. Le recenseur vous interrogera sur votre logement, votre travail, votre famille. Le recensement est obligatoire, vous devez répondre. L'agent recenseur vous demandera votre nom et votre adresse, car par exemple, si vous êtes étudiant à Paris et que votre domicile principal est en province, votre fiche sera envoyée dans la ville de vos parents. En revanche, au moment de la saisie faite par l'INSEE, tout est confidentiel. Les garanties, elles sont multiples. La première, je dirais, c'est simplement que nous ne saisissons pas, comme nous disons dans notre jargon, nous ne faisons pas entrer dans l'ordinateur le nom et l'adresse des personnes recensées. L'agent recenseur doit vous présenter sa carte, à vous de répondre jusqu'au 5 avril, sans crainte. Faut pas avoir peur des agents, il paraît qu'ils ont leur carte et tout. Et mon Dieu, il arrive ce qui doit arriver. J'ai rien à cacher, alors de toute façon, risque rien. Non, j'ai pas peur. Mais non, ça me fait pas peur, je trouve que c'est bien, c'est tout. Vous pensez que c'est utile? Bah oui, pour savoir combien on est. Voilà, il n'y a pas de syndrome de la fiche. Lénine a résisté pendant 2 jours à Bucarest. Cela a semblé très long aux Roumains qui ont tenté de déboulonner la statue sur la grande place de la ville, mais 2 jours, ça n'est rien dans l'histoire d'un peuple. Hélène Rizacher. Il a fallu un camion-grue américain, des marteaux-piqueurs, des chalumeaux, des dizaines d'ouvriers et 48 heures de travail pour en finir avec Lénine. La statue de 12 tonnes de bronze a cédé ce matin. Lénine est suspendu quelques instants dans les airs avant d'être délicatement posé sur une plateforme mobile. La foule s'est alors précipitée sur le symbole du communisme qui ne domine plus aujourd'hui l'entrée nord de Bucarest. Les Roumains font le V de la victoire et crient « à bas le communisme », un geste inimaginable il y a seulement quelques semaines. La population voulait déboulonner la statue de Lénine, les autorités roumaines ont fini par se plier à la volonté de la rue. Et ce matin, Lénine est parti pour le dépôt du combinat des artistes. Pascal Verdeau nous présente les autres événements qui se sont produits à l'étranger. Pillage de magasins et incendie d'usines au Siskai, un Bantoustan noir dont les nouveaux dirigeants réclament la réintégration au sein de l'Afrique du Sud, des violences qui surviennent au lendemain du coup d'État militaire ayant provoqué la chute du président Lennox Sebe, accusé de corruption et de népotisme. Des troupes sud-africaines ont été dépêchées sur place pour assurer la protection des intérêts sud-africains. Le scandale de l'Irangate, la vente secrète d'armes à l'Iran, à nouveau devant la justice américaine. Le vice-amiral Poindexter, ancien conseiller du président Reagan, est accusé d'avoir détruit des documents relatifs à cette affaire. Thèse de la défense, notre client agit dans le cadre des limites fixées par le président Reagan. Je ne me souviens pas, a déclaré l'ancien président, dont le témoignage vidéo sera projeté au cours du procès. Manifestation dans l'une des dernières citadelles du stalinisme, la République de Mongolie. L'opposition conduite par un jeune étudiant en marxisme scientifique réclame la démission des principaux organes de l'État ainsi que l'organisation d'élections libres. Arrivée cet après-midi à Moscou du Premier ministre est-allemand, la réunification allemande et les problèmes de sécurité au centre des entretiens entre messieurs Gorbatchev et Modrow. Une visite qui intervient à 2 semaines des élections générales en Allemagne de l'Est. L'eau et la pollution au centre des conversations dans les stands du Salon de l'Agriculture, notamment après les accusations de Brice Lalonde. Une occasion pour nous de nous rendre en Seine-et-Marne, l'un des départements les plus pollués par les nitrates. Motif, la culture intensive des céréales. Reportage de Xavier Grimaud et d'Ambroise Perrin. Il y a un siècle, Provins était réputé pour ses eaux minérales. Aujourd'hui, en 1990, ses 12 000 habitants consomment une eau contaminée par les nitrates. Plus de 50 mg par litre, c'est au-delà de la limite tolérée par les normes sanitaires. Provins n'est pas un cas isolé. 51 communes de Seine-et-Marne connaissent le même problème. 40 autres s'approchent du seuil limite. On trouve des nitrates dans le sol à l'état naturel, mais l'aggravation du phénomène est liée à l'agriculture intensive, notamment les céréales. Accusé numéro 1, les engrais azotés. Ils ont permis une amélioration sensible des rendements,
Mais les nitrates en excès, non utilisés par les plantes, restent dans les sols. Dans certaines conditions, ces nitrates peuvent atteindre les nappes d'eau potable. Aujourd'hui, les agriculteurs commencent à prendre en compte ce phénomène. On utilise moins d'engrais, c'est vrai, je vois par exemple, en 10 ans, j'ai diminué de plus de 10% ma consommation d'azote. Et les rendements ont quand même augmenté, donc il y a moins de gaspillage et moins de lessivage, puisque la plante en consomme davantage. Les solutions à court terme, trouver de nouveaux points d'eau ou forêts plus profonds dans les nappes. Autre solution, modifier les raccordements de distribution. On mélange de l'eau nitratée à de l'eau à faible teneur. Dernière possibilité, des stations de dénitratation. Il en existe 3 en Seine-et-Marne. Une solution efficace, mais souvent coûteuse, et ce n'est pas possible dans tous les cas. Le long terme, c'est une modification des pratiques agricoles. L'élimination des nitrates en Seine-et-Marne prendra des années. De gros efforts d'information et de concertation pour débarrasser les châteaux d'eau de leurs indésirables occupants. Les Alpes-Maritimes de nouveau ravagées par les feux de forêt. 3 foyers hier près de Menton et Nice. Intervention de Canadair et de plusieurs centaines de pompiers. 400 hectares de broussailles et de résineux brûlés. Fort heureusement, aucune habitation n'a été menacée. L'un des incendies a été vaincu, les 2 autres sont en régression. En cyclisme, 2e étape de Paris-Nice après le prologue du contre-la-montre hier, emporté par l'espoir Francis Moreau. Les coureurs ont roulé aujourd'hui vers Nevers. Alain Dorgance. C'est peut-être cette année que la course au soleil a choisi d'être la course du renouveau, non seulement en raison de la nouvelle garde-robe dont s'est parée la première classique, nouveaux maillots, nouvelles équipes, mais aussi parce que derrière Moreau, étonnant vainqueur du prologue inaugural, Pascal Lans, le Canadien Walton, l'Australien Woods ont réussi à s'inclure parmi les meilleurs. Au cours de cette étape de transition, les coureurs s'épiaient mutuellement. Les favoris ont opté pour l'attentisme prudent, les jeunes espoirs sont aux avant-postes. Le seul danger pour Moreau, le maillot blanc, s'est traduit par une accélération de l'Italien Argentine, rejoint à 4 km de l'arrivée. C'est le sprint qui sanctionnera la victoire d'étape. Le Belge Etienne de Wilde se montre le plus rapide. Il règle le Hollandais Adrie van der Poel. Demain, le parcours le plus long, 245 km, entre Nevers et Lyon. Dans quelques secondes, Florence Klein pour le temps. Et à 22h15, Marc Hauteman vous présentera Soir 3. À demain, 19h, après une journée info sur la 3. Bonsoir.